Bienvenue dans cette troisième vidéo sur le chapitre de la mobilité sociale. Dans la vidéo précédente, on a appris à lire une table de recrutement et une table de destinée et on a également parlé de leurs inconvénients. Et je t'ai expliqué que ces tables permettaient de mesurer les flux de mobilité sociale. Et dans cette vidéo, on va analyser correctement ces flux de mobilité sociale et on va également voir leur évolution. Donc pour analyser les flux de mobilité sociale, il faut comprendre une chose. La mobilité sociale observée comporte une composante structurelle qu'il faut absolument réussir à identifier pour écarter l'influence de la structure des emplois dans les flux de mobilité. Donc là, je me doute que t'as pas tout bien compris et c'est complètement normal. Laisse-moi te faire un état des lieux des différentes mesures de mobilité sociale. On va commencer par analyser ce qu'est la mobilité sociale observée. La mobilité sociale observée, ou aussi appelée mobilité brute, correspond à l'ensemble des flux de mobilité sociale intergénérationnelle, qu'elle soit ascendante ou descendante. En gros, c'est la mobilité sociale totale d'une population analysée. La mobilité sociale observée mesure donc le pourcentage de fils-filles qui se trouvent dans une PCS différente de leur père ou de leur mère. On obtient donc la mobilité observée en calculant la proportion, donc le nombre de fils qui n'ont pas la même position sociale que leur père. Sur la table des destinées, la mobilité sociale observée correspond aux mobilités qui sont en dehors de la diagonale représentant l'immobilité sociale. Sur ce tableau, par exemple, on voit qu'en 2015, 65,2% des hommes ont changé de position sociale par rapport à leur père, tandis que 34,8% sont restés immobiles. À savoir que la mobilité sociale observée regroupe deux éléments, la mobilité structurelle et la mobilité nette. La mobilité structurelle, ça correspond à la mobilité sociale qui est due aux transformations de la structure des emplois d'une génération à l'autre. Elle permet en quelque sorte de révéler des mobilités considérées comme naturelles. Laisse-moi m'expliquer. Ces changements ne dépendent pas des choix ou des mérites individuels, mais simplement des évolutions du marché du travail et des secteurs économiques. Pour simplifier, ça veut dire que les modifications dans la demande de main-d'œuvre dans certains secteurs obligent les individus à occuper des positions différentes de celles de leurs parents, même si ces individus ne l'auraient pas choisi personnellement. On va prendre l'exemple des agriculteurs pour que tu comprennes bien. Donc on va prendre deux générations, les pères et les fils. Historiquement, la part des agriculteurs était beaucoup plus importante dans la génération des pères. Avec l'industrialisation et le développement des services, la nécessité d'avoir une grande proportion de la population dans l'agriculture a diminué. Par conséquent, les fils d'agriculteurs ont été contraints de chercher des emplois dans d'autres secteurs tels que l'industrie ou les services. Cette mobilité n'est pas un choix, mais une conséquence de l'évolution économique. Et c'est pareil avec l'expansion de certains secteurs professionnels comme les cadres et les employés. Si on se limitait aux enfants de cadres et d'employés, ça ne suffirait pas à répondre aux besoins de ces groupes. Il faut donc aller chercher des actifs venant d'un autre milieu social, créant ainsi la mobilité structurelle. Ces nouveaux besoins créent une mobilité structurelle obligeant les individus de plusieurs PCS à accéder à ces catégories professionnelles pour répondre à la demande du marché. La mobilité structurelle se mesure en comparant la structure des emplois des individus avec celle de leurs parents. Et pour cela, si tu as regardé la vidéo sur les tables de mobilité, tu sais qu'il faut regarder les marges d'étapes de destinée et de recrutement. Les marges d'étapes de recrutement montrent la structure sociale des pères et des mères, et les marges d'étapes de destinée, la structure sociale des fils et des filles actifs. Sur le tableau de tout à l'heure, on voit qu'en 2015, 24,2% des hommes âgés de 35 à 59 ans ont connu une mobilité structurelle, c'est-à-dire qu'ils ont changé de PCS par rapport à leur père en raison du changement de structure sociale entre la génération de leur père et la leur. La mobilité structurelle est donc une composante de la mobilité sociale observée. La deuxième composante s'appelle la mobilité nette, mais elle n'est pas au programme, donc on ne va pas en parler pour ne pas t'embrouiller. Et du coup, on va directement passer à la fluidité sociale. La fluidité sociale consiste à mesurer la force du lien entre origine sociale et position sociale indépendamment de la structure des emplois. En gros, elle mesure l'égalité des chances, c'est-à-dire les chances respectives des membres des différents groupes sociaux d'accéder à telle position sociale plutôt qu'une autre. On peut dire qu'une société est parfaitement fluide lorsque les chances d'accéder à une position sociale sont les mêmes pour tous. Plus la fluidité d'une société est élevée, plus celle-ci est égalitaire. Mais alors, comment on mesure la fluidité sociale? Eh bien, elle se mesure par un taux relatif qu'on appelle rapport de chance ou odd ratio. Les odd ratios correspondent au rapport de chance relatif permettant de mesurer l'importance de l'origine sociale dans la position occupée par un individu en annulant les effets de la structure des emplois. En gros, on fait le rapport de chance entre les chances pour un enfant de cadre de devenir cadre plutôt qu'ouvrier divisé par les chances pour un enfant d'ouvrier
de devenir cadre. Si on prend cette table par exemple, si on veut calculer le rapport de chance d'un enfant de cadre de devenir cadre par rapport aux chances d'un enfant d'ouvrier de devenir cadre, on devra réaliser le calcul suivant. Proportion de chance d'être cadre quand on est fils de cadre, 47, sur proportion de chance d'être ouvrier quand on est fils de cadre, 10, divisé par la proportion de chance d'être cadre quand on est fils d'ouvrier, 9,4, divisé par la proportion de chance d'être ouvrier quand on est fils d'ouvrier, 47,6. Ça donne comme résultat environ 23,5. Donc un fils de cadre a 23,5 fois plus de chances de devenir cadre à son tour qu'un fils d'ouvrier. Dans une situation d'égalité des chances parfaites, un fils de cadre aurait les mêmes chances qu'un fils d'ouvrier de devenir cadre plutôt qu'ouvrier. Plus le résultat se rapproche de 1, plus il y a fluidité sociale, ce qui n'est pas vraiment notre cas ici. Petite précision d'ailleurs, il faut faire attention à ne pas confondre mobilité sociale observée et fluidité sociale. Le fait que les individus changent de position sociale de manière absolue, par exemple lorsqu'un ouvrier devient cadre ou un employé devient profession intermédiaire, ne veut pas dire qu'ils avaient les mêmes chances d'accéder à une même position sociale. C'est super important de noter que même si une société présente un taux élevé de mobilité sociale observée, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est fluide. La mobilité observée peut être en partie expliquée par la mobilité structurelle, où les changements de la structure des emplois obligent certains mouvements sociaux. Par exemple, si l'économie nécessite plus de cadres aujourd'hui qu'hier, plus de fils d'ouvriers peuvent devenir cadres simplement parce que le nombre de postes a augmenté et non parce que leurs chances individuelles se sont améliorées par rapport à celles des fils de cadres. Il faut bien que tu comprennes cette distinction entre mobilité sociale et fluidité sociale, car c'est essentiel pour analyser les dynamiques de l'égalité des chances dans une société. Bien que ces deux concepts soient liés, ils ne se renforcent pas toujours mutuellement. Une société peut être mobile sans être fluide et vice-versa. D'ailleurs, si tu tombes sur ce sujet en EC3, une société mobile est-elle nécessairement plus fluide? Eh bien, je t'invite à aller sur Instagram parce qu'on a corrigé cette EC3 si ça peut t'aider. Bon, maintenant que tu es calé sur la théorie, on va mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre. Dans la prochaine vidéo, on va s'amuser à présenter les flux de mobilité sociale mis en évidence par l'étape de mobilité sociale et on va en ressortir les grandes tendances. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir la vidéo suivante et moi je te dis à tout de suite.